Bonjour, vous êtes bien sur les répondeurs du Père Noël. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Poisson Fécond. Ah, Fécond, oui, je vois. Je vous dérange pas? Mais non, pas du tout. Ah, Douli, arrête, c'est pour le travail. Voilà, je vous appelais pour notre rendez-vous. Bien sûr. Ah, allons, Douli, sois sage, si tu veux ton cadeau, tu arrêtes, Douli. Bon, je fais atteler le traîneau et je me mets en route. Très bien, c'est parfait. Eh bien, à tout à l'heure. En fait, au sujet de mes petites contreparties, vous... Oui, pas de problème, vous inquiétez pas. D'accord, c'est parfait. Dans ce cas, j'arrive tout de suite. Ah, espèce de petite schlampette, tu vas voir si je t'attrape. Salut à Poiscaille. Bon, je vais pas tourner autour du pot, mais comme vous le savez, c'est bientôt la fête du Sol Invictus, le soleil invaincu pour les connaisseurs. Une petite célébration païenne idéale pour rendre un hommage à Apollon, dieu antique du soleil, comme vous le savez. Comment? Vous célébrez pas ça? Vous faites peut-être alors la fête de Yule pour marquer le solstice d'hiver et pour marquer le rallongement des jours? Non plus? Mais alors, vous fêtez quoi le 25 décembre? Noël? Bah, la naissance de Jésus. Oui, mais Jésus, on sait pas quand il est né. Enfin si, il y a entre le 28 mars, le 19 avril, le 20 mai, le 17 novembre, et il y a aussi le 25 décembre. Mais ce consensus au niveau de cette date-là date des années en fait 330 et a été fixé à peu près arbitrairement par les autorités religieuses de l'époque. Enfin bref, passons. Si vous fêtez Noël, vous pensez donc que Saint-Nicolas va vous apporter des cadeaux. D'accord. Enfin, Saint-Nicolas, le Père Noël du coup pour les Américains quoi. Car oui, en fait, c'est l'oncle Sam qui nous a donné, après la Seconde Guerre mondiale, l'image du Père Noël telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est en partie du fait d'une campagne publicitaire des années 30 et menée par Coca-Cola, qu'il a hérité dans l'inconscient collectif de cette fameuse couleur rouge. Même si avant on le voyait en rouge, là c'était vraiment Coca-Cola qui a planté le clou quoi, on va dire. Enfin bon, passons sur le folklore. Parce que là-dedans, si le Père Noël a un mérite, c'est quand même celui d'assurer les cadeaux de la nuit du 24 au 25 décembre. Et ça, bah, croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Hein. Quand on y pense 2 minutes, imaginez en fait la logistique incroyable que ça demanderait au Père Noël. Et vous, comment feriez-vous à sa place pour assurer en fait sa tournée des jouets? Bon, bien sûr, il y a eu d'autres vidéos qui ont été faites sur le sujet, mais on va essayer dans celle-ci de s'attaquer à des éléments qu'on n'a jamais vus ailleurs. Et cette question tombe à pic puisque pour le tournage de cette vidéo, j'ai pu avoir un entretien exclusif avec le logisticien en chef du Père Noël qui pourra nous apporter quelques éléments de réponse. Ah, dépêchez-vous! Ah, vous n'avez pas quelque chose à boire? Donc du coup, ce serait avec une bonne dose, donc vous aurez compris, d'humour et de spéculation que nous allons voir comment le Père Noël assure la nuit du 25 décembre. En 360 secondes. Il est où l'autre con? Il est parti. Commençons par les bases, les chiffres. Déjà, à combien d'enfants faudrait-il rendre visite? Alors bon, pour plus de simplicité, on va dire que l'objectif est d'apporter un cadeau à chaque enfant du globe. Voilà, vraiment pour simplifier. Et pour savoir combien ça fait, nous allons nous baser sur le nombre de naissances par année, donné sur le Worldometers, soit environ 140 millions de naissances par an. On multiplie ce chiffre par 18 pour obtenir sur 18 années, qui est donc, on va dire, l'âge limite pour être un enfant. Et à ce chiffre, on va soustraire la mortalité infantile, soit environ 22 000 enfants par jour. Et donc, cela nous donne le chiffre de 2 375 millions d'enfants qui sont dispatchés de par le monde. Actuellement. Donc voilà, ça fait un bon paquet de chaussettes à remplir. Maintenant, voyons un peu les cadeaux. Pour calculer le cadeau moyen, j'ai pris les dimensions et le poids de plusieurs jouets en fait qui arrivent directement dans le top des ventes de plusieurs boutiques de jeux. Si ça vous intéresse, bien sûr, la liste est en description. Et au final, on obtient un paquet avec ces dimensions-là. Et donc, il suffit de multiplier ça par le nombre d'enfants dans le monde. Et autrement dit, donc, notre stock de beaux joujoux, si on en offrait un à chaque enfant, eh bien, ça occuperait un volume total d'un peu plus de 71 millions de mètres cubes. Autrement dit, pour que ce soit plus parlant, une montagne de jouets de 650 mètres de haut pour 650 mètres de base, soit à peu près 2 fois plus haut que les tours Eiffel. Et pour ce qui est du poids, ça peserait la bagatelle de 6 400 000 tonnes, soit à peu près le poids de 640 tours Eiffel. On est d'accord, ça va pas être simple d'entreposer tout ça. Et justement, il ne faut pas que quelques immenses hangars à jouets du Père Noël pour pouvoir être convenablement installés. Parce qu'on peut ajouter à la liste des bâtiments une grande poste assortie d'un centre de tri. Quand même, oui c'est important. Bah oui, parce que les enfants, ça écrit au Père Noël. Bah oui, sinon on peut pas savoir ce que les enfants veulent que le Père Noël leur apporte. Et pour que ce soit bien organisé, on peut penser que les lettres vont être organisées par langue et envoyées à des lecteurs ou des lutins du Père Noël qui en prendront connaissance à sa place et qui vont ensuite définir le jouet qui devra être le mieux attribué à l'enfant. Bah oui, parce que si c'était le Père Noël qui s'en chargeait, ça lui demanderait de connaître toutes les langues de la Terre et de passer un temps à peu près
inhumain dessus, quoi. Ce n'est pas possible. Et oui, il faut arrêter de rêver, hein. Le Père Noël, il délègue. Suite à leur lecture, toutes ces lettres doivent être placées dans des salles d'archives. Pensez, les lettres arrivent à partir du mois de novembre et par centaines de millions. En admettant que seulement un enfant sur deux nous écrive et qu'il faille 1 minute pour lire sa lettre, il faudrait à une personne lisant 24 heures sur 24 plus de 2259 ans pour lire toutes les lettres. Oui, tout à fait. Et justement, dans le complexe du Père Noël se trouve aussi une fabrique de jouets fonctionnant toute l'année et 24 heures sur 24 grâce à plusieurs groupes de travailleurs qui se relaient constamment. Oui, je peux assurer, c'est vrai. Et il y a aussi, bien sûr, des bâtiments pour loger les milliers de lutins qui bossent avec le Père Noël. Assurer ça aussi. Des entrepôts pour la nourriture, mais aussi des coins pour se détendre. Par exemple, des salles de ciné, des bowling. On a aussi un grand centre aquatique avec des toboggans. Parfois ça fait peur, mais c'est très rigolo. Mais du coup, où installer tout ça? Ah, la Laponie était devenue trop petite pour la discrétion qui sied aux activités du Père Noël. Le pôle Nord était déconseillé, trop étroit, trop de risques de fondre de la banquise pendant l'année. Et puis, il y a les ours qui viennent bouffer le personnel. Ah, Verdun, ça c'est vraiment la tuile. On a pensé à l'Antarctique, mais s'il était particulièrement excentré. Restait le Groenland, dont l'immense majorité n'est pas habitée et qui est idéalement placé. Évidemment, il faut rajouter à ça de vastes prairies pour que les rennes puissent gambader, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de rennes, il en faut pas mal, 43 millions exactement. Et oui, parce que du coup, les cadeaux, ça pèse un peu lourd. Un renne standard pouvant porter en moyenne 150 kg, et l'attelage du Père Noël étant composé de 8 rennes, ils peuvent donc porter ensemble, du coup, 1 tonne de... Voilà. Il faudrait donc plus de 5 millions de traîneaux pour acheminer tous ces cadeaux à la fois. Ça fait beaucoup de duplicata de Père Noël. Et pour gagner du temps, le Père Noël ne va pas apporter de cadeaux aux enfants qui n'ont pas été sages pendant l'année, bien entendu. Les punitions, c'est le travail du Père Fouettard. Il est très pro. J'avoue que parfois, je jalouse un peu son boulot. Et donc cela va impliquer, vous êtes d'accord, de savoir quels sont les enfants qui vont être méritants. Et comme il n'y a pas de données mondiales sur le sujet, eh bien il va falloir faire au cas par cas. Et pour cela, le Père Noël a recours à un service de renseignement, capable donc de collecter les données comportementales des enfants pour établir une liste des bambins qui ne sont pas sages et rayer leur adresse de la liste des foyers auxquels il faudra rendre visite le soir de Noël. Et ce n'est pas tout, je peux assurer. En allant sur les bases de données des écoles, nous pouvons consulter les notes et les commentaires des professeurs pour avoir une première idée. Les bonnes notes sont la base pour obtenir un cadeau de Noël. Pour ce qui est du reste, des agents lutins spécialement formés font des stages d'1 semaine dans les familles. Nos lutins sont invisibles et œuvrent en toute discrétion. Par contre, ça se bouscule toujours pour aller dans les foyers où les mamans et les sœurs sont les plus agréables à regarder sous la douche. Nous décidons de la sagesse des enfants à l'issue du rapport. Merci. Et du coup, ces missions doivent s'effectuer tout au long de l'année pour permettre la mise à jour permanente des données. Les enfants adultes, les nouveau-nés, ceux qui sont devenus sages, etc. Et justement, la tournée du Père Noël, comment fait-on? Je ris toujours quand on me demande comment fait le Père Noël pour faire sa tournée. Pourquoi? Il chapeaute tout, mais ça fait au moins 3 siècles qu'il n'est pas sur le terrain. Ah! Et oui. Oui, en même temps, oui, puisque bon, bien sûr, le Père Noël n'est pas seul à assurer sa tournée. Il a recours à des suppléants. Oui, parce que c'est qu'il y en a des foyers à visiter. Environ 790 millions avec des enfants. Mais pour pouvoir mener à bien sa tournée, les distributeurs utilisent un procédé tout simple, les fuseaux horaires. Car la nuit de Noël n'arrive pas en même temps dans tous les pays. Quand minuit sonne, par exemple, en Nouvelle-Zélande, en France, il n'est que 13 h. La distribution se fait alors par équipe et chacune d'entre elles s'occupe des cadeaux sur son fuseau horaire. Et toutes disposent d'à peu près 6-7 heures pour chaque fuseau horaire, de minuit jusqu'au lever des enfants. Dès qu'un distributeur a vidé sa hotte, il revient et nous lui en remettons une pleine sur son traîneau. Le plus dur, c'est pour les gars du fuseau horaire UTC +1, celui de quasiment toute l'Europe. Il faut distribuer des centaines de millions de cadeaux à tous ces moutards endormis. Ça en fait du travail pour la nuit. Ah oui. Mais imaginez maintenant que l'entreprise du Père Noël existe réellement et qu'elle soit responsable de tout ce qui touche à cette fête. Qui la posséderait au juste? Serait-ce une ONG orientée vers l'humain ou une immense multinationale motivée par le profit? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour cet entretien. D'ailleurs, vous pouvez nous donner des informations sur le Père Noël. Écoutez, j'ai déjà répondu à toutes vos questions par bande. Maintenant, vous allez me dire où sont les femmes que vous avez promis. Pardon? Mais enfin, les femmes, les Mädchen, les Frauen, Scheiße. Vous m'avez dit qu'il y aurait des femmes si je venais. Non, mais non, maintenant, il va falloir que vous partiez, non, monsieur. non, espèce de salbinoclard. Vous allez me donner les femmes que vous avez promis ou le Père Noël ne passera pas. Bon, allez, vous partez maintenant. Mais barrez-vous d'ici.